Notre dernière invitée aujourd'hui agit sur le terrain, elle aussi, avec l'ensemble de son équipe. Elle lutte sans relâche contre les cybercriminels et les infractions numériques. Qu'il s'agisse de la criminalité organisée, des grandes plateformes ou encore des hackers mineurs, la PROC ne redoute rien ni personne. Johanna Brousse, merci beaucoup d'être notre invitée. Vous êtes vice-procureure en charge de la cybercriminalité au parquet de Paris. C'est un immense plaisir de vous avoir à nos côtés. Alors si je dis J3, de quoi parle-t-on ? Bonjour, merci beaucoup déjà de m'avoir invitée. Donc J3, c'est une petite section de 6 magistrats, 2 assistants spécialisés, une attachée de justice et on est rattaché au parquet de Paris. On a une compétence toutefois nationale pour lutter contre toute la cybercriminalité en France. Alors vous dites toute la cybercriminalité, de quel type d'instruction est-ce qu'on parle ? Alors, on va traiter d'un côté les cyberattaques du haut du spectre. Donc, ça va être les cyberattaques crapuleuses. Donc, ça peut être des piratages suivis de vols de plusieurs centaines, dizaines de millions d'euros en crypto-monnaie. Ça peut être également des cyberattaques qui portent atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. Dans ce cas-là, on va travailler avec la DGSI. Et puis, comme vous l'avez dit, on a également une compétence sur tout ce qui est grande plateforme, puisque en 2023 a été créé le délit d'administration de plateformes illicites. Quels sont les moyens d'entrave dont vous disposez ? Alors nous, notre première mission, c'est évidemment de mener des enquêtes, de récolter des preuves et de pouvoir ensuite arrêter les cybercriminels. S'ils sont en France, on procède comme n'importe quelle enquête. Et si par contre ils sont situés à l'étranger, on peut envoyer des mandats d'arrêt internationaux avec l'aide de nos collègues de l'instruction pour pouvoir les arrêter. On a ce premier moyen-là. On fait aussi beaucoup de démantèlement d'infrastructures cybercriminelles. Donc on va aller démanteler des botnets dans le cadre d'opérations internationales. On fait de la saisie d'avoirs criminels. Ça, c'est indispensable. Si on veut être efficace dans la lutte contre la cybercriminalité, il faut taper au portefeuille. Généralement, on dit qu'il faut saisir les avoirs pour que le crime ne paie pas. Ça, c'est un peu le dicton dans la magistrature. Et puis, on fait beaucoup de partage de renseignements judiciaires qu'on va collecter dans nos dossiers au profit des autres services de l'État. Donc, ça peut être la DGSI, la DGSE, l'ANSSI, le Com Cyber des armées. Voilà, donc c'est vraiment un travail d'équipe qui va s'inscrire dans une stratégie de riposte plus globale de la France. Combien est-ce que de dossiers vous traitez actuellement ? Est-ce que c'est en forte croissance ? Alors, le nombre de dossiers il est à peu près stable. C'est-à-dire qu'on va prendre à peu près 500 dossiers par an au titre de la compétence nationale. Après, on a tous nos dossiers parisiens qu'on garde, ça quel que soit le niveau d'intensité. Par contre, ce qu'on remarque, au-delà du nombre, c'est la spécificité des dossiers. C'est-à-dire qu'on va avoir des dossiers de plus en plus techniques, des dossiers de plus en plus volumineux avec des enjeux beaucoup plus forts. Alors on l'a vu à travers l'actualité, vous avez notamment lancé un mandat d'arrêt contre notamment le cofondateur de Telegram et puis vous poursuivez aussi des hackers mineurs. Quel est le message que vous souhaitez faire passer ? Finalement, plus personne ne peut se jouer de la loi ? Mais la loi va s'appliquer pour tout le monde et de la même façon. C'est-à-dire que si on a des mineurs à prendre en charge, on va les prendre en charge comme n'importe quel mineur, avec un suivi éducatif, un travail éducatif. On a des juges des enfants spécialisés en matière cyber pour nous aider. Et puis, évidemment, on travaille aussi sur la délinquance du haut du spectre. Donc, ça peut être des hackers avec une grosse assise financière à l'étranger. Et on a également monté, comme vous venez de le dire, des dossiers aussi contre les plateformes. Contre les plateformes, ça veut dire contre ceux qui créent ces plateformes et qui ne se soumettent pas à la loi française. Alors, il y a eu plusieurs affaires, et notamment celle de la Fédération française de tir, avec un vol de données qui finalement cachait un certain nombre d'objectifs beaucoup plus opaques. Qu'est-ce qu'on peut retenir ? Quels sont les enseignements de cette attaque ? Alors, à mon sens, 2 grands enseignements. Le premier, déjà, c'est qu'il faut arrêter de considérer qu'il y a les hackers d'un côté et les autres criminels de l'autre. Les écosystèmes criminels se parlent aujourd'hui. Et nos criminels de la criminalité organisée ont bien compris l'intérêt d'avoir dans leurs équipes des hackers. Donc, ils constituent des équipes pluridisciplinaires. Et l'autre point sur lequel je veux insister, c'est que nos criminels ont eux aussi compris la valeur stratégique de nos données, de vos données, et ils vont pouvoir récupérer des données à travers ces fuites de données et ces reventes sur des forums spécialisés pour après cibler plus précisément les victimes. Dans le cas de la Fédération française de tir, tout part d'un piratage de la FF Tir, d'un vol de données, et derrière, les malfaiteurs récupèrent la base et vont pouvoir aller voler directement les armes chez les particuliers qui possèdent des armes, des munitions. Donc ça va être des vols, des cambriolages, des vols aussi par fausse qualité. Il y a des faux policiers qui se présentent et qui, sous prétexte de faire un contrôle, vont s'emparer de l'arme. Et on a eu aussi des vols beaucoup plus violents où les personnes ont été agressées à leur domicile.
Vous parlez beaucoup de collectifs, vous avez cité les différentes institutions, organisations avec lesquelles vous travaillez. Vous travaillez aussi beaucoup avec le monde privé, le monde de la recherche aussi. En quoi est-ce que ça aide la justice aujourd'hui ? Si on veut être efficace, il faut véritablement travailler tous ensemble, main dans la main, et sortir de son couloir de nage, créer des ponts. Donc ça veut dire créer des ponts avec la recherche. On a pu le faire, notamment Lauriane nous a aidés pour essayer de créer des dispositifs de captation. On a travaillé aussi avec différentes sociétés, que ce soit des sociétés spécialisées dans la cybersécurité, comme Sequoia, grâce à qui on a pu faire le dossier PlugX, on a pu démanteler un botnet chinois utilisé à des fins d'espionnage. Mais ce n'est pas la seule société qui nous aide. Il y en a qui souhaitent rester plus anonymes, mais on reçoit régulièrement des rapports ou même des identifications qui peuvent être faites par le secteur privé pour nous aider dans notre travail au quotidien. Donc c'est un partenariat. Est-ce qu'on peut dire un mot sur les procès qui vont avoir lieu en 2026 ? Mais ça, c'est notre principale mission, interpeller les gens et les faire juger. Il y a, pour le début de l'année, des procès assez intéressants. On a déjà jugé le concepteur du ransomware Umbrella. Arrive un autre procès sur un autre ransomware Phobos. Et puis, vous avez un procès qui va être intéressant, celui des IMSI Catchers. Alors, les IMSI Catchers, vous savez, c'est des matériels qui sont utilisés soit par les services de renseignement, soit par la justice en matière de lutte contre la criminalité organisée, qui servent à capter les numéros IMSI. Et là, on a des criminels présumés qui ont décidé de faire venir des IMSI catchers de Chine pour les utiliser dans Paris, circuler dans Paris avec les IMSI catchers. Ils captaient les numéros IMSI, ils leur renvoyaient un SMS de phishing et donc derrière, à la clé, des escroqueries. Des procès notamment que vous voulez ouverts. Pourquoi ce choix ? Alors déjà, c'est la loi qui prévoit que les procès, sauf cas particuliers, doivent être ouverts. C'est la publicité des débats, voilà. Mais nous, on va un peu au-delà, c'est-à-dire qu'on invite les écoles, ça peut être des écoles d'ingénieurs, on invite les universitaires, on invite un peu tout le monde à venir à l'audience. Et lorsqu'on est prévenu en amont, on essaye d'organiser un petit temps d'échange pour expliquer un peu comment fonctionne la justice, quel est le rôle du procureur à l'audience, voilà. On estime que ça fait partie du travail de pédagogie. Une question peut-être un peu plus personnelle sur votre parcours. Pourquoi avoir choisi à la fois le droit, mais aussi cette spécialité dans le monde cyber ? Alors ça s'est un peu imposé à moi. J'étais longtemps à la permanence générale, permanence criminelle du parquet de Paris. Puis il y a un moment où vous levez à 2h du matin pour aller sur des scènes de crime, ça use. Et j'ai réfléchi à ce que je voulais faire. Il y avait cette toute petite section qui avait été créée par François Molins, le procureur de l'époque. Et je me suis dit, il y a tout à construire, c'est le champ des possibles, la société se digitalise, le crime va se digitaliser, donc allons-y. Une question évidemment sur les mineurs, les hackers mineurs, vous en avez parlé. Il y a d'ailleurs des procès qui auront lieu cette année en 2026. Qu'est-ce qu'on a envie de leur dire ? À quoi ça invite aujourd'hui la procureure que vous êtes de voir ces jeunes qui suivent cette voie de la cybercriminalité malheureusement ? Alors nous, on a beaucoup travaillé sur ça, sur le volet prévention notamment. Vous en avez peut-être entendu parler, il y a eu un projet qui s'appelait Cactus avec cybermalveillance, la gendarmerie, la CNIL et surtout l'éducation nationale. Ce projet, c'était quoi ? C'était d'envoyer à travers les espaces numériques de travail un lien de phishing en invitant les collégiens et les lycéens à cliquer dessus. Et donc, quand ils cliquaient, ils tombaient sur une petite vidéo de sensibilisation d'1 minute. Et le but, c'était de leur faire comprendre qu'en un clic, on peut devenir auteur ou victime d'une infraction cyber. Et derrière, en classe, les professeurs reprenaient cette séquence et les faisaient travailler pendant 1 heure, 2 heures, le temps qui avait été prévu sur ce sujet-là. On a touché à peu près 2,5 millions de collégiens et de lycéens. Cette opération, moi j'aime bien le dire, ça a réuni beaucoup de bonne volonté, un collectif, et ça n'a pas coûté grand-chose puisque ça a coûté 0 €. Et donc effectivement important pour que nos jeunes maîtrisent aussi l'ensemble du spectre et de ce qui se passe derrière ce monde cyber. 2026, évidemment, de nouveaux procès, on n'en saura certainement pas plus, mais en tous les cas, de nouvelles enquêtes et notamment cette actualité avec cette information judiciaire qui vient d'être ouverte contre la plateforme Kik. Tout à fait. On a ouvert la semaine dernière une information judiciaire contre les gérants de fait et de droit de la plateforme Kik. Alors comme ça a été indiqué dans le communiqué de presse du parquet de Paris, ils avaient été convoqués, ils ne sont pas venus à leur convocation. Donc on a saisi un juge d'instruction et on a pris des réquisitions de mandat d'arrêt. Eh bien, merci beaucoup, Madame la vice-procureure, d'avoir été avec nous. C'était un plaisir de vous accueillir, de mieux comprendre ce que fait aujourd'hui la justice pour aider à la lutte contre la cybercriminalité. Merci d'avoir été notre invitée. Merci pour votre invitation.